Sous le regard de la Tour Eiffel, symbole de la seconde révolution industrielle, le 15e arrondissement de Paris s'apprête à participer activement à la Grande Guerre. La guerre. Elle a été déclarée le 1er août 1914 et a connu une suite de défaites qui ont vu les troupes ennemies fondre sur Paris. Le gouvernement a dû se replier à Bordeaux. Là, le 20 septembre, le ministre de la Guerre réunit en urgence officiers, experts et responsables d'entreprises. C'est un tournant. Le changement au plus haut niveau de l'État de la conception du conflit. Il faut construire un second front, celui de l'industrie, pour fournir aux armées les millions d'obus et de munitions indispensables. Ce 20 septembre 1914 constitue la seconde mobilisation en France, celle des entreprises au service de la guerre. L'un des hommes clés de cette mutation est André Citroën. Il s'est établi dans le 15e arrondissement depuis moins d'une décennie. Le lieu est déjà industrieux, bien aidé par des transports ferrés et fluviaux, par un habitat qui laisse de la place aux ateliers en construction. Citroën est loin de l'armement, puisque son premier métier est la fabrication des engrenages à chevrons. Il les installe sur le quai de Grenelle. Tournés vers l'industrie lourde, les engrenages Citroën ne reçoivent pas de commandes d'armement, mais ils travaillent pour d'autres sociétés qui participent à l'effort de guerre. Dans le 15e arrondissement, les liens les plus étroits sont tissés avec une autre société, dirigée par André Citroën, les automobiles Morse. L'entreprise Morse est située rue du Théâtre, soit à 2 pas du quai de Grenelle. Citroën a été appelé par les propriétaires en 1907 en sauveteur, en industriel avisé pour éviter une liquidation annoncée. Il tente alors de moderniser les ateliers pour accroître la production et améliorer la productivité. Après un voyage aux États-Unis effectué à l'été 1913, il introduit de nouvelles méthodes d'organisation du travail. La guerre surgit à ce moment charnière. Mais la rapide mobilisation des ouvriers et de l'encadrement en août 1914 voit l'activité se raréfier. Morse se contente d'achever les châssis en chantier. Après le 20 septembre 1914 et la réunion de Bordeaux, tout est remis en cause. Mobilisé, Citroën rentre à Paris négocier un contrat d'armement. Celui-ci est signé le 18 octobre 1914. Morse doit fabriquer en seulement 3 mois 15 000 obus de 75 mm et 22 500 gaines d'obus. Ce sont des quantités pour l'heure exceptionnelles. L'opération est d'autant plus difficile que l'usine, avec un effectif réduit, poursuit les livraisons de voitures pour les états-majors français et belges, environ une 50aine par mois. L'usine en guerre est née avec ses nouvelles contraintes à la fois techniques et sociales. Morse doit être réorganisée dans la logique de réunir sous un même toit les parcelles des rues Ginoux, Saint-Charles et du Théâtre. Il faut un instant rappeler le contexte d'une guerre qui est en train de devenir un événement économique. En août 1914, les ateliers français d'artillerie ne peuvent fabriquer que 13 000 obus de 75 par jour, alors que les armées en réclament 100 000. Et les demandes ne vont cesser de croître avec la durée imprévue du conflit et surtout le basculement vers la guerre de position. André Citroën est à même de mesurer très vite cette situation, étant à la fois officier d'artillerie sur le front, proche des ministères par ses amis de Polytechnique et industriel. Dès le 20 novembre 1914, il propose au ministère de fabriquer des obus en grande série. En raison de locaux trop étroits chez Morse, les discussions s'engagent sur une nouvelle usine d'armement. Elle sera à créer ex nihilo ou à partir d'ateliers peu occupés. Le 26 janvier 1915, un contrat d'1 million d'obus est signé. Ce contrat s'appuie sur un projet industriel de très grande ampleur, Javel. Citroën trouve sur le quai de Javel à Paris les terrains qui lui conviennent. Le 17 mars 1915, il achète plus de 34 000 mètres carrés. Ceux-ci sont occupés par les Aciéries de France, comprenant des ateliers et autres appentis dispersés autour de bâtiments principaux surmontés de cheminées. L'ensemble n'est pas aligné sur le quai, il suit l'ancien chemin des Berges. Comme cette aciérie n'a pas connu une activité très soutenue, Citroën décide de la moderniser. Pourtant, en raison des pénuries de matériaux de construction, il n'en détruit que le minimum
conservant toutes les parties métalliques existantes qu'il modifie juste pour les réadapter à ses besoins. Les constructions nouvelles qu'il apporte en 1915 sont exclusivement en bois. Le gros de ses efforts concerne l'atelier d'emboutissage et les installations nécessaires à la fabrication des balles de plomb. L'ensemble des aciéries de France reste hétéroclite par son architecture, le moderne côtoyant l'ancien. L'usine est gênée dans son extension par la boucle de chemin de fer qui dessert l'usine. De quoi comprendre que le développement s'opère au sud de l'aciérie, c'est-à-dire à l'opposé de la Seine, où s'étendent des terrains prêts à être construits. Parallèlement à la modernisation des aciéries de France, Citroën jette son dévolu sur des parcelles, l'une dite de Thomas, l'autre de la ville de Paris. L'ensemble représente 20 000 m². La première parcelle est achetée en même temps que les aciéries. Elle s'inscrit dans la légende du lieu. Avec ses cloches à légumes, l'image d'une usine gagnée sur des terrains maraîchers se forge pour des décennies. Le second terrain est loué à la ville de Paris qui le gardait pour édifier des habitations bon marché. La guerre bouscule tout, autorisant donc, selon le permis de construire, l'édification de bâtiments provisoires à usage d'usine pour la production d'obus. C'est là qu'apparaît l'atelier Chay. Il est aligné sur le quai de Javel et d'une géométrie parfaitement rectangulaire. Sa construction est en bois, charpente et poteaux, son toit étant formé de shit pour laisser entrer la lumière. Les aciéries de France et Chay forment un tout, le premier Javel, fort de 55 000 m². Il est prêt en à peine 3 mois. Fabrication d'amont aux aciéries, montage à Chay. En octobre 1915, les cadences sont de 5 000 obus par jour et même de 10 000 pour peu qu'il soit possible de travailler en 2 équipes. S'agit-il déjà d'une usine modèle? En novembre 1915, un inspecteur général des armées écrit « Les résultats sont remarquables. Il y aurait intérêt à ce que bien des industriels, et les plus importants, veuillent bien visiter l'usine Citroën et prendre modèle sur elle. » Citroën accélère le développement de Javel en 1916 en achetant ou louant de quoi atteindre 120 000 m² de surface, soit quasiment l'étendue de l'usine en 1918. L'emprise de ces ateliers touche ainsi un ensemble compact ceinturé par le quai de Javel et les rues Cauchy, Ballard, Saint-Charles et Leblanc. La construction la plus importante est l'atelier Ballard, construit en 1916 sur près de 11 000 m². Bien que situé dans le prolongement de Chay, il en est très différent puisque composé d'armatures métalliques qui dessinent plusieurs halles. Le passage entre Chay et Ballard est aisé. Les 2 bâtiments communiquent par une ancienne rue, dorénavant couverte, la galerie Chay, qui abrite aussi des vestiaires. À noter une différence de niveau entre les 2 ateliers, nécessitant un escalier, 2 rampes et un monte-charge. Enfin, Ballard s'ouvre à l'ouest sur la gare intérieure dont les voies partent en direction des aciéries de France. Ballard, comme Chay, a été élaboré par le service d'architecture de Citroën dans une logique non de la chaîne unique ou de la chaîne continue comme Ford, mais de la ligne brisée, donc segmentée compte tenu des contraintes liées au bâti existant. Le travail du service d'architecture est visible dans la partie est, soit près de la Seine et des anciennes aciéries. La façade de l'usine sur le quai se construit avec des bâtiments soignés, comme les bureaux administratifs, reconnaissables par un grand porche orné de 4 colonnes et décoré à l'arrière par un tambour en demi-hexagone. Non loin des nouveaux bâtiments de l'outillage, la cour d'honneur, dessinée en 1916, tout comme le pavillon de pointage embelli de sa véranda, contribue à la mise en scène cérémoniale de Javel. Mais le bâtiment le plus impressionnant reste le laboratoire, quasi majestueux avec ses colonnes toscanes et son fronton, une architecture solennelle qui se prolonge avec les grilles du bord de Seine. Le laboratoire est surtout le symbole d'une modernité industrielle émergente, la nécessité de mieux connaître la qualité scientifique des métaux en s'appuyant sur des salles de chimie, de physique et de mécanique.
Ce double aspect, architecture soignée et modernité technique, se lie enfin sur le petit bâtiment des aciéries. Il nous conduit à l'autre extrémité des usines, là où le troisième développement du site va s'organiser. C'est dans la partie sud de l'usine que Citroën achève en 1917 la construction de Javel. Dès 1916, il entreprend l'installation d'une aciérie à coupe rapide. Peu satisfait des conditions de vente de ses fournisseurs anglo-américains, il décide de s'en affranchir en créant ses propres ateliers d'acier à outils, aidé en cela par son laboratoire. Il s'agit d'accélérer l'introduction des machines à haut rendement dans l'usine. Les ateliers de Gutenberg et Saint-Charles sont construits en 1917 dans la même logique. Face aux difficultés d'approvisionnement en tubes, Citroën lance cette fabrication dans un nouvel atelier, dit Gutenberg, rassemblant laminoir, banc d'étirage et four à recuit. La fonderie de Saint-Charles lui donne, de la même façon, plus d'autonomie. Ces deux ateliers inaugurent une conception architecturale nouvelle qui préfigure les constructions de demain. Les bâtiments ont tous une largeur standard de 18 mètres, permettant d'envisager des hangars à répétition. Saint-Charles se bâtit autour de cette logique, avec un garage et un hangar. L'usine est-elle pour autant achevée? Ce serait oublier les constructions sociales indispensables au personnel des usines en guerre. Le manque de main-d'œuvre est une contrainte lourde durant tout le conflit, notamment pour le personnel qualifié. L'usine du quai de Javel, tournée vers les nouvelles méthodes de production, rassemble en 1918 près de 12 000 personnes. Ce sont pour la plupart des ouvriers sans qualification, logique de l'introduction des méthodes de la grande série. Il y a des hommes, souvent détachés du front, mais aussi des femmes qui ont pris le chemin de l'usine pour apporter un salaire dans des foyers où les maris, les frères ou les fils sont au front. Deux équipes travaillent 11 à 10 heures par jour, 7 jours par semaine, avec des salaires maigres. Pour que ce front de l'arrière tienne, le ministre Albert Thomas pousse les industriels à engager une politique sociale novatrice. Dans cette logique, Javel se dote d'un réfectoire de grande ampleur, 3000 m², capable de servir 3500 repas préparés dans une cuisine de 1000 m², où sont rassemblés tous les métiers de la restauration. Le lieu est organisé rationnellement, avec un service minuté pour servir 240 repas à la fois. Les plats sont transportés par chariot électrique placés dans des tables chauffantes. Le même menu est servi à tous pour 1,50 franc, soit le prix d'une heure de travail. Les efforts ne s'arrêtent pas là. Un club ouvrier organise les rares temps de loisirs. Les services médicaux se développent au sein de l'usine avec des salles de consultation en médecine, gynécologie, radiographie et dentisterie. À quelques pas de l'usine, rue Gutenberg et Ballard, les maires ont à leur disposition un ensemble comprenant pouponnière, crèche et garderie. Enfin, pour améliorer l'ordinaire, l'usine ouvre rue de la Convention une coopérative où l'on peut, au sortir du travail, acheter l'épicerie, quelques objets de quincaillerie et des vêtements, même de la pharmacie. Une organisation sociale très structurée pour ces ouvriers en guerre, une volonté rationnelle à l'image de cette usine de Javel, conçue dans un souci constant d'efficacité qu'il convient maintenant de mesurer. L'usine de Javel est conçue autour de l'obus de 75 type shrapnel. Cet obus est composé de 11 éléments différents, sa fabrication nécessitant 39 opérations, dont 18 pour le seul corps d'obus. L'agencement de ces opérations souligne l'engagement de l'usine qui n'a cessé de se perfectionner durant 4 ans. Si le démarrage a été particulièrement difficile, en 1918, Javel est devenu un modèle de l'industrie moderne. Tout commence sur le quai de Javel ou dans la cour des anciennes aciéries de France. La Seine, ou le train, apporte à l'usine des barres d'acier de 82 mm qui sont déchargées, puis transférées au tronçonnage.
Marquées au chalumeau, les barres sont sectionnées en lopin, puis rapidement vérifiées et envoyées à l'emboutissage. Chauffés à 1100 degrés et décalaminés, les lopins sont emboutis par 24 presses. Ils passent ensuite au décapage. Plongés dans des bains d'acide puis lavés à grande eau, les lopins emboutis ressortent lisses, prêts à être usinés. Plusieurs opérations s'enchaînent comme le perçage des fonds, le cylindrage ou le dégrossissage des corps. Les pièces sont alors transportées dans l'atelier de traitement thermique. 28 fours à trempe, dont les températures varient de 250 à 800 degrés, vont les recevoir durant 24 minutes, après lesquelles elles sont plongées dans des appareils à immersion pour être refroidies. Les corps d'obus sont nés. Là, ils sont vérifiés avant d'être chargés dans des casiers et transportés dans des chariots électriques vers l'atelier de finition, l'atelier Chet. Dans ce vaste atelier, la finition du corps d'obus passe par plusieurs opérations. Rectification de centrage, creusement des gorges pour les ceintures, usinage intérieur et taraudage. Ces opérations s'achèvent par un lessivage avant le sertissage de la ceinture et le marquage. Le corps d'obus est transporté pour subir les opérations de montage réalisées dans l'atelier Chet. Les différentes pièces qu'il va recevoir ont toutes été réalisées dans d'autres ateliers de Javel et vont converger vers l'atelier de montage. Ainsi, dans l'atelier des tubes, un puissant laminoir est à l'œuvre. Ce long atelier fabrique les tubes intérieurs des obus, les tulipes, utilisant plusieurs outils comme les bancs d'étirage, des fours et étuves, des bacs de décapage et de lavage, enfin des scies à ruban. Pendant ce temps, l'atelier Ballard réalise les diaphragmes inférieurs et extérieurs pour constituer dans l'obus les espaces spécifiques qui recevront les différents éléments de l'obus, à savoir les balles de plomb, l'ogive et la poudre. Pour les balles de plomb, Javel possède un atelier spécifique à leur fabrication où se concentrent plusieurs opérations. Fonderie, production de lingots, presse, striage, blutage, le tout pour obtenir des balles de plomb de 12 mm, faites par dizaines de milliers. Ces balles de plomb sont acheminées à l'atelier Chet par des caniveaux souterrains. L'ogive est aussi réalisée dans un atelier spécifique qui chauffe les barres d'acier avant de les compresser et de les estamper. Les ogives, comme les balles de plomb, convergent vers l'atelier Chet pour le montage final. Dans ce grand atelier se trouvent rassemblés tous les éléments de l'obus. Les corps, les ogives, les supports de balles, les tulipes, les diaphragmes supérieurs et inférieurs, les balles d'ogive et de plomb, les ceintures de cuivre. Tous les éléments étant standardisés et vérifiés, le montage s'opère très rapidement. Les balles de plomb sont pesées et vidées dans le corps d'obus avant de recevoir une résine liquéfiée destinée à les agglomérer. Une fois terminés, les obus sont vérifiés par les contrôleurs de l'artillerie. Ils sont ensuite marqués de peinture bleue et rouge. Empruntant des tapis roulants, des chariots électriques et l'ascenseur entre Chet et Ballard, les obus sont transférés au quai de chargement.
Ils sont installés sur des wagons et expédiés aux ateliers de chargement de l'État pour être remplis des poudres nécessaires à leur fonctionnement. Cette fabrication est devenue le quotidien des usines en guerre du quai de Javel. De 1915 à 1918, Javel a produit 26 millions d'obus pour un chiffre d'affaires total de 430 millions de francs. Construite en un temps record, utilisant des méthodes de production nouvelles, Javel est devenue la plus importante usine d'obus en France. C'est un exemple fort de la mobilisation de l'industrie, de la force du front de l'arrière et donc de la contribution des entreprises à la défense nationale. Le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, André Citroën annonce avec fierté « Là où l'on a fabriqué des obus pour la France, on produira demain des automobiles ».